Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la Grande Révolte corse. Elle a débuté en 1729 et elle changea à jamais l'histoire de l'île. Il en découla tout un tas d'événements, tous plus grands que les autres, qui amena l'île de Corse, avec cette conscience nationale, à devenir un État vraiment indépendant. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Pour commencer, on va poser un petit peu le contexte de la Méditerranée au début du XVIIIe siècle. Donc en 1720, c'est un peu comme un grand plateau de jeu et chaque puissance essaie de tirer son épingle du jeu. On a les Français, les Anglais, les Espagnols, l'Empire ottoman un petit peu qui est là. Ils sont tous là à se battre pour le contrôle de la mer. Du côté de la France, on a Louis XV qui vient à peine de monter sur le trône. Les Français, ils ont un gros avantage, toute la côte sud, avec des ports super importants comme Toulon et Marseille. Et leur objectif, c'est devenir les maîtres de la Méditerranée occidentale. Et pour ça, ils ont bien compris qu'il leur faut des bases navales un petit peu partout. Les Anglais, eux, ils sont nouveaux dans le coin, mais ils rigolent pas. Ils viennent de choper Gibraltar en 1713 avec le traité d'Utrecht. Et ils cherchent maintenant à installer d'autres points d'appui. Leur truc à eux, c'est de contrôler les routes commerciales. Plus ils ont de bases, plus ils peuvent embêter les navires des autres pays. L'Espagne, elle essaie plutôt de sauver un petit peu les meubles. Elle a perdu pas mal de territoire avec ce fameux traité d'Utrecht, mais elle garde encore les Baléares et la Sardaigne. Son but, c'est de retrouver sa gloire d'antan en Méditerranée, même si c'est pas gagné. Et puis, à l'est, on a aussi de l'Empire ottoman. Bon, pour eux, c'est pas la grande forme, mais ils contrôlent encore une bonne partie de la Méditerranée orientale. Ils doivent surtout faire gaffe aux Autrichiens qui commencent à leur grignoter du territoire dans les Balkans. Et au milieu de tout ça, il y a la petite République de Gênes. Franchement, elle fait pas le poids face aux autres à cette période-là. Mais elle a un atout majeur, la Corse, une île super bien placée, exactement au centre de la Méditerranée occidentale. Le problème, c'est que les Génois, ils sont tellement occupés à essayer de rester dans la course qu'ils gèrent la Corse n'importe comment. Ah, et j'ai oublié de vous parler d'un acteur super important, le Saint-Empire romain germanique, les Habsbourg d'Autriche, qui dirigent l'Empire. Ils ont un lien particulier avec Gênes. En fait, la République de Gênes, elle s'est mise sous la protection du Saint-Empire depuis un moment. C'est comme une sorte d'assurance vie. Les Génois, ils paient des taxes à l'empereur et en échange, il est censé les protéger si quelqu'un les attaque. Mais en 1720, l'empereur Charles VI, il commence à avoir d'autres chats à fouetter. Il est plus préoccupé par ses territoires en Italie du Nord, surtout Milan, et par sa guerre contre les Ottomans dans les Balkans. Du coup, Gênes, elle se retrouve de plus en plus isolée. Elle a beau être théoriquement sous protection impériale, dans les faits, elle peut plus vraiment compter sur le Saint-Empire pour l'aider. C'est aussi pour ça que les Génois s'accrochent comme des dingues à la Corse. Ils savent qu'ils sont en train de perdre de l'influence en Méditerranée, que leur économie part en vrille et que même leur protecteur impérial commence à les lâcher. La Corse, c'est leur dernière possession importante, leur dernier moyen de se faire du blé facile. Sauf que plus ils serrent la vis aux Corses, plus ils prennent le risque que ça leur pète à la figure. Pour eux, la Corse, c'est juste une source de revenus. Ils prennent le bois pour leurs navires, l'huile d'olive, le vin, tout ce qu'ils peuvent en fait. Ils taxent à mort les Corses, leur interdisent de commercer librement et maintiennent un système féodal complètement dépassé. En gros, ils se servent de l'île comme d'une vache à lait, sans rien donner en retour. Et pendant ce temps-là, toutes les autres puissances, elles regardent la Corse du coin de l'œil. Elles savent très bien que si Gênes continue comme ça va péter. Et quand ça arrivera, elles seront toutes là pour essayer de récupérer le morceau. Bon alors, le système féodal en Corse, c'est un sacré bazar que les Génois maintiennent exprès. En gros, ils ont gardé un vieux système qui les arrange bien pour contrôler l'île sans trop se fatiguer. Au sommet de la pyramide, t'as les nobles génois. Ces gars-là, ils vivent même pas sur l'île la plupart du temps. Ils sont tranquilles à Gênes, dans leur beau palais, et ils envoient des représentants pour gérer leurs terres corse et surtout collecter les taxes. C'est le plan parfait, tous les avantages, zéro inconvénient. Après, t'as les caporales. C'est les nobles corses traditionnels. Ces familles-là, elles existaient déjà avant les Génois. Au début, les Génois voulaient les dégager, mais ils se sont rendus compte que c'était plus malin de les utiliser. Du coup, ils leur ont laissé quelques privilèges, à condition qu'ils jouent les intermédiaires avec la population. En gros, c'est eux qui font le sale boulot. Collecter les impôts, maintenir l'ordre, tout ça.
Et en dessous, tu as les principales. Alors eux, c'est les nouveaux riches de l'époque. C'est des familles qui se sont enrichies soit en faisant du commerce, en payant grassement les Génois pour avoir le droit, bien sûr, soit en occupant des postes administratifs. Les Génois les utilisent pour créer de la concurrence avec les caporales. C'est la vieille technique du diviser pour mieux régner. Et tout en bas de l'échelle, ben, t'as le peuple, les paysans, les bergers, les artisans. Ils doivent payer des taxes aux Génois, donner une partie de leur récolte aux nobles, faire des corvées gratuites, et surtout, ils n'ont pas le droit de commercer librement. Le truc vicieux, c'est que les Génois ont rendu tout ce monde dépendant les uns des autres. Les nobles corses ont besoin des Génois pour garder leurs privilèges, les principales ont besoin des Génois pour faire du commerce, et le peuple peut rien faire sans l'autorisation des uns ou des autres. C'est un peu comme une grosse toile d'araignée où les Génois contrôlent tous les fils. Mais à force de tirer sur la corde, de taxer toujours plus, d'empêcher les gens de commercer librement, ben forcément, ça va finir par péter quelque part. Bon, rentrons dans les détails de l'administration maintenant. Alors, pourquoi les Corses en ont eu ras-le-bol? D'abord, l'administration génoise, c'était la poire à la corruption. Les gars qui étaient envoyés en Corse, ils voyaient ça comme un plan easy money. Leur truc, ils achetaient leur poste à Gênes et une fois sur l'île, ils se remboursaient en taxant les Corses à tout va. Un permis, une taxe. Un jugement favorable, une taxe. Tu veux construire un truc? Encore une taxe. Même la justice était à vendre. Si tu avais les moyens de payer, miraculeusement, tu avais toujours raison. Parlons des taxes, justement. Parce que là, les Génois, ils avaient poussé le bouchon un peu loin. Ils taxaient tout. Le sel, l'huile, le vin, les châtaignes, même les morts avec les droits de succession. Le pire, les Corses devaient payer pour des trucs qu'ils produisaient eux-mêmes sur leur propre terre. C'est comme si on te faisait payer pour manger les tomates de ton jardin. Les Génois avaient mis en place un monopole total. T'es un paysan corse? Tu dois vendre tes produits aux Génois, au prix qu'ils fixent. Super bas, bien sûr. Et si tu veux acheter quelque chose, ben tu dois l'acheter aux marchands génois à prix d'or. Essaie de commercer directement avec quelqu'un d'autre, et boum, t'es hors la loi. Ah, et la cerise sur le gâteau, l'interdiction du port d'armes. Alors ça, c'était un coup vicieux. Pour un peuple comme les Corses, qui avait toujours eu une tradition d'armes, c'était une humiliation totale. En gros, imaginez, vous êtes sur votre propre île, vous pouvez pas commercer librement, vous vous faites racketter par l'administration, vous pouvez même pas vous défendre et en plus, vous voyez des officiers génois qui se la coulent douce avec votre argent. Il y a de quoi péter un câble, non? Alors maintenant, on arrive au moment où tout a pété. L'histoire des douécéis. C'était la taxe de trop, celle qui a mis le feu aux poudres. Les douécéis, c'était une nouvelle taxe inventée par les Génois fin 1729. En gros, il fallait payer 2 cénis, c'est une petite pièce de monnaie, sur chaque mesure de grain. Ça a l'air de rien dit comme ça, mais attendez la suite. Les paysans devaient la payer avant de récolter. Donc, même si la récolte était pourrie à cause du mauvais temps, fallait quand même raquer. Et le meilleur, les nobles et les notables, eux, ils étaient exemptés. Pratique, hein? Et là, dans le village de Boustanic, en Castanic, il y a un truc qui se passe. Le 29 décembre 1729, le collecteur d'impôts débarque pour récupérer la taxe. Il commence à menacer les gens qui veulent pas payer, et là, ça part en sucette. Les villageois, ils attrapent ce qu'ils ont sous la main, des bâtons, des pierres, des outils, et ils commencent à courser le collecteur. Mais l'histoire s'arrête pas là. Les nouvelles, ça voyage vite en Corse, surtout quand c'est pour dire que quelqu'un a tenu tête aux Génois. En quelques jours, tous les villages des environs sont au courant. Les gens commencent à se dire, si eux ils l'ont fait, pourquoi pas nous? C'était comme une étincelle dans une poudrière. Tous ces gens qui en avaient plein le dos des taxes, de la corruption, des interdictions, d'un coup, ils ont vu que c'était possible de dire non. Et de fil en aiguille, ce qui était juste une émeute dans un petit village est devenu le début d'une grosse révolte qui allait secouer toute l'île. Alors là, ça y est, c'est le début de la tempête. Après l'histoire de Boustanic, ça s'enflamme partout en Castanic. C'est la région des châtaigniers, un coin montagneux où les gens en avaient vraiment ras-le-bol des Génois. Les villages commencent à s'agiter les uns après les autres,
comme des dominos qui tombent. Et là, il se passe un truc super important. Les gens se disent: «On va pas faire ça dans notre coin, faut s'organiser». Du coup, ils organisent une grande réunion à San Antonio de la Casa Bianca. C'était pas une petite réunion de village, hein. Des représentants de plein de villages débarquent et décident que cette fois, c'est fini de se faire marcher dessus. C'est là qu'entrent en scène 2 gars qui vont devenir super importants, Luigi Gahry et Andrea Cicaldi. Ces 2-là, c'était pas des paysans en colère, mais des notables, des gens éduqués qui connaissaient bien la politique. Gahry, il avait déjà participé à une révolte en 1715, donc il savait comment ça marchait. Il devient un peu le cerveau de la révolte. Cicaldi, lui, c'était un avocat. Il savait parler aux gens et les convaincre. À eux deux, ils donnent une vraie direction au mouvement. Et là, c'est le truc de fou. La révolte se répand comme une traînée de poudre. Ça commence dans la Castaniche, puis ça gagne le nez, la Balagne, le Cortenay. Même dans les coins qui étaient plutôt calmes avant, les gens commencent à se rebeller. Les Génois, ils ne captent pas ce qui leur arrive. Pour eux, c'était censé être juste une petite révolte fiscale, comme il y en avait déjà eu. Sauf que cette fois, c'est différent. Les gens s'organisent, ils communiquent entre eux, ils se coordonnent. C'est plus chacun dans son coin qui râle, c'est toute une île qui se soulève. Et le plus dingue, c'est que ça touche tout le monde. Les paysans, bien sûr, mais aussi des nobles corses, des religieux, des marchands. Même des gens qui avant profitaient un peu du système génois se disent: «Cette fois, ça suffit». C'est devenu plus qu'une révolte contre les taxes. Bon, maintenant, on arrive à un moment super intéressant. Les Corses, ils se rendent compte qu'il suffit pas juste de virer les Génois. Faut aussi s'organiser pour gérer l'île. C'est bien beau de faire la révolution, mais qui va s'occuper de la justice, des impôts, de l'ordre public? Du coup, ils mettent en place ce qu'on pourrait appeler un gouvernement parallèle. C'est un peu comme si tu crées une nouvelle administration à côté de celle qui existe déjà. Super malin comme idée. Dans chaque village, dans chaque piève, c'est comme ça qu'on appelait les paroisses, ils nomment des gens de confiance pour gérer les affaires courantes. Plus besoin des officiers génois. Et là, ils font un truc génial. Ils organisent des consultes. Alors une consulte, c'est une grande réunion où les représentants de toutes les régions viennent discuter et prendre des décisions. C'était révolutionnaire pour l'époque. Imaginez, au lieu d'avoir des ordres qui tombent d'en haut, les gens se réunissent et décident ensemble. La première consulte importante, elle se tient en février 1730. Et là, c'est du sérieux. Les représentants arrivent de partout, même des coins les plus reculés de l'île. Ils écrivent des grievances, je ne sais pas si je le prononce bien, c'est-à-dire la liste de tout ce qui ne va pas avec les Génois. Ils vont en fait créer des cahiers de doléances. Mais ils font pas que se plaindre. Ils organisent aussi la résistance. Ils décident qui va commander quoi, comment on va gérer la justice, comment on va se défendre si les Génois attaquent. Le plus fou dans tout ça, c'est qu'ils créent un vrai système démocratique avant l'heure. Dans les consultes, tout le monde peut donner son avis. Bon, évidemment, il y a des prises de bec, des désaccords, des gens qui veulent tirer la couverture à eux, mais pour la première fois, les Corses prennent leurs affaires en main. Ils mettent même en place un truc super moderne, une sorte de système judiciaire indépendant. Plus besoin de payer des pots de vin aux juges génois. Les conflits sont réglés par des gens du pays qui connaissent les coutumes et les traditions locales. C'est comme si du jour au lendemain, les Corses s'étaient dit: OK, on va leur montrer qu'on n'a pas besoin d'eux pour gérer notre île. Et franchement, pour des gens qui avaient jamais gouverné avant, ils se débrouillaient pas mal du tout. Parlons maintenant des têtes pensantes de la révolte et de comment ils ont réussi à tenir tête aux Génois. C'est pas avec des bouts de ficelle qu'ils ont fait trembler une des plus vieilles républiques d'Europe. D'abord, côté leader, c'était pas juste Gah Perry et Tchékan. Dans chaque région, des mecs se sont mis en avant. Des gars qui connaissaient bien le terrain, qui avaient l'habitude de diriger. Souvent des anciens militaires ou des nobles locaux. Par exemple, dans le Rostine, t'avais Jacinto Paoli. Ouais, le père du fameux Pascal Paoli. Dans d'autres coins, des curés prenaient même la tête des opérations. Fallait pas déconner avec les prêtres corses à l'époque. Et niveau stratégie militaire, alors là, les Corses, ils ont été super malins. Déjà, ils avaient un énorme avantage.
Ils connaissaient le terrain comme leur poche. Les montagnes corses, c'est pas vraiment l'endroit idéal pour une armée régulière. Les Génois, avec leurs beaux uniformes et leur formation classique, ils étaient complètement paumés. Les insurgés, ils ont mis en place ce qu'on appellerait aujourd'hui une guérilla. Leur truc, ils attaquaient par surprise là où les Génois s'y attendaient pas. Et hop, ils disparaissaient dans la nature avant que les renforts arrivent. Un coup, ils brûlaient un dépôt de ravitaillement, un autre, ils tendaient une embuscade à une patrouille. Les Génois devenaient dingues. Le plus fort, c'est qu'ils avaient mis en place un vrai système de communication. Dès qu'une troupe génoise bougeait, tout le monde était au courant en quelques heures. Comment? Avec les palos. Des grands feux allumés sur les collines. En plus, ils utilisaient les bergers comme espions. Ces gars-là, ils voyaient tout et pouvaient se déplacer sans attirer l'attention. Autre truc malin, ils évitaient les grandes batailles. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'ils n'avaient pas assez d'armes ni de munitions. À la place, ils préféraient harceler l'ennemi, couper ses routes de ravitaillement, isoler les garnisons. Du coup, les Génois se retrouvaient coincés dans leur forteresse côtière pendant que l'intérieur de l'île était aux mains des rebelles. Et quand ils devaient vraiment se battre, ils utilisaient leur connaissance du terrain. Ils attiraient les Génois dans des cols étroits, des chemins escarpés, là où leur nombre supérieur servait à rien. Là maintenant, on va arriver au moment où les Génois commencent à réaliser qu'ils sont vraiment dans la mouise et ils vont vouloir prendre en traître un petit peu les leaders de l'insurrection corse. Donc ils vont envoyer des émissaires qui vont dire aux leaders: «Venez à Gênes, on va discuter tranquillement comme des gens civilisés, on va négocier. De réformes, de baisse des impôts, de plus de liberté. Bref, de tout ce que les Corses réclamaient depuis le début». Donc les leaders corses, Gà, Ferry, Tchèque, Aldi et quelques autres, au début, ils sont pas vraiment chauds, ils se méfient un petit peu et ils avaient raison. Mais ils se disent que ça vaut peut-être le coup d'essayer la diplomatie. Et puis les Génois avaient donné leur parole d'honneur qu'il ne leur arriverait rien. À l'époque, c'était censé valoir quelque chose. Du coup, ils acceptent d'aller à Gênes. Grosse erreur, à peine arrivés, bam, les Génois les font arrêter, sans procès, sans rien, ils les balancent direct en prison. Tout leur beau discours, c'était du pipeau sur les négociations et tout le reste. C'était un piège depuis le début. Les Génois pensaient qu'en chopant les leaders, ils allaient décapiter la révolte et ça a fait tout le contraire. Tout ce qu'ils ont réussi à faire, c'est mettre encore plus en rogne les Corses parce que là, c'est plus juste une question de taxes ou de commerce. Les Génois venaient de prouver qu'ils étaient vraiment des traîtres à l'île et qu'on ne pouvait pas leur faire confiance. En plus, les Génois n'avaient pas capté un truc super important, c'est que la révolte, elle tenait plus qu'à quelques leaders. C'était devenu un vrai mouvement populaire. Du coup, au lieu de calmer les choses, ils ont juste mis de l'huile sur le feu. Leur arrestation à Gà Ferry, à Tchèque, Allier et des autres, il y avait notamment Yash Ntopaoli. Également, ça a fait l'effet d'une bombe en Corse. Hem, dans toute l'île, c'était l'ébullition totale. Les gens se disaient: «Si les Génois sont capables de faire ça, alors plus question de discuter avec eux». Du coup, au lieu de calmer la révolte comme les Génois l'espéraient, ça l'a vraiment rendue encore plus violente. Les attaques contre les garnisons génoises se sont multipliées et les villages qui hésitaient encore ont rejoint le mouvement. Mais le plus drôle, c'est que la révolte continuait super bien, même sans les leaders emprisonnés. De nouveaux chefs ont émergé, les Génois n'avaient pas compris que c'était plus une affaire de quelques meneurs. Et puis arrive le moment où les Génois sont obligés de libérer Gia, Perice, Caldi et plusieurs autres. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que leur plan avait complètement foiré, que la révolte continuait, mais qu'en plus leur réputation était ruinée. Même les autres pays d'Europe commençaient à les regarder de travers. Du coup, ils les libèrent. Le retour des leaders en Corse, alors là, c'était quelque chose. Imaginez un petit peu des milliers de gens qui descendent des villages pour les accueillir, des feux de joie partout, les cloches des églises qui sonnent. C'était plus des leaders politiques, mais c'était vraiment devenu des héros, des symboles, de véritables symboles pour la résistance corse. Et le plus marrant dans tout ça, c'est que les leaders revenaient encore plus déterminés qu'avant. Pendant leur séjour en prison, ils avaient eu tout le temps de réfléchir et de planifier la suite. Donc quand ils reviennent, le message est clair. Plus question de négocier avec GN.
Cette fois, c'est l'indépendance ou rien. Voilà comment une simple révolte contre une taxe à la noix s'est transformée en un truc beaucoup plus gros. Au début, les Corses voulaient juste que les Génois arrêtent de les pressurer comme des citrons, mais avec la trahison de Gênes et tout ce qui s'est passé, ça a changé toute l'histoire de l'île. Ce qui est dingue, c'est de voir comment les Corses se sont organisés en si peu de temps. En quelques mois, ils sont passés de villages isolés qui râlaient chacun dans leur coin à un vrai peuple uni qui se battait pour sa liberté. Ils ont créé leur propre administration, leurs propres lois, leur propre armée. Tout ça alors que les Génois leur avaient toujours dit qu'ils étaient incapables de gouverner eux-mêmes. Les événements de 1729-1733, c'est vraiment le moment où les Corses ont dit stop, on n'est pas juste des sujets de Gênes, on est un peuple avec notre propre identité. C'était plus une question de taxes ou de commerce, c'était devenu une question de dignité et de liberté. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo.